Alors, du coup, je m'appelle Guillaume et je bosse pour la boîte qui s'appelle Algam. Donc, on est distributeur, importateur d'instruments de musique pour la France. Et en gros, je suis responsable on a un catalogue de 170 à 180 marques. Et je suis responsable de une dizaine de marques en gros pour la France, donc pour la distribution et la vente. Et c'est principalement des marques de guitare électrique et d'ampli. Donc avec des marques comme ESP, Marshall, Takamine, Musicman, Fishman, Rickenbacker. Enfin, des trucs cool quoi. Donc là, je pense pas qu'on aura le temps de parler de toutes les marques, mais on avait parlé en off, donc toi, tu voudrais principalement parler de 2 marques, c'est ça? Ouais, bah en gros, de base, c'était plus sur du Marshall et du ESP. En fait, c'est ce qui me prend, on va dire, le plus de temps avec Musicman aussi, parce que Musicman est arrivé au catalogue il y a 2 ans maintenant. Et il faut savoir que Musicman fait partie du groupement Ernie Ball, qui est juste monstrueux, quoi. Ernie Ball, Musicman, c'est énorme. Donc voilà, et puis c'est assez nouveau pour nous, mais sinon, ouais, ESP et Marshall, ça me représente énormément de temps. Et non seulement pour la distribution, pour les produits et tout ça, mais aussi pour tout ce qui est endorsement. Donc les artistes, les groupes, les festivals, les événements, tout ça, quoi. Donc c'est un tout en fait. C'est non seulement faire les achats pour ces marques-là, aller à l'étranger, sauf en ce moment, parce qu'on se fait un peu chier en ce moment, quoi. Il y a plus de voyages, il n'y a plus rien. Ouais, ce qui est vraiment pas pratique, quoi, avec le Covid en ce moment. Ben ouais, c'est ça. Là, on a juste une envie, c'est de Surtout se refoutre le cul dans avec un... les concerts, les artistes. Bah ouais, c'est ça. Qu'une envie, c'est de se refoutre le cul dans un avion, aller n'importe où, mais voilà, bouger un petit peu, parce que là, ça fait un an que j'ai rien foutu, et ouais, ça commence à être long. C'est ça, ça fait 1 an que tu supportes notre pote comme petit ami en plus. Non, ça fait pas un an. Oh putain, alors là, qu'est-ce que je viens de dire? Mais ça fait déjà trop longtemps. Doucement, doucement. Mais non, mais c'est vrai que le milieu était vachement impacté, et du coup, bah, notre façon de travailler aussi a évolué, et puis l'endroit de là où je parle, en fait, c'est là où je bosse quand je suis en télétravail. Et on continue à faire du télétravail actuellement avec la boîte. À mi-temps en fait, c'est-à-dire que moitié du temps télétravail et puis on reste à la boîte aussi histoire de manager les équipes un peu différemment, qui est pas donc on est localisé à Thoiré, donc c'est juste à la périphérie de Nantes, Thoiré-sur-Loire, et on est 250 sur le site, et donc voilà, on essaie de faire tourner un peu les effectifs pour pallier à ces restrictions au niveau du Covid et faire attention à tout ça, quoi. On a vraiment fait vraiment attention depuis mars l'année dernière. On a pris toutes les précautions nécessaires pour pas qu'il y ait de propagation au sein de la boîte et que tout se passe bien, quoi. Ouais, c'est pas plus mal. Mmh. Juste, Donc, ouais, tu nous disais que tu étais chargé de ESP, tu peux nous parler un peu de ESP? Ouais, alors ESP, en fait, c'est donc une marque qui existe depuis 1975. Donc à la base, en fait, c'était une marque japonaise, ESP. Les initiales ESP, c'est pour Electronic Sound Product. C'était uniquement des pièces détachées, en fait, pour guitare. C'était des petits luthiers qui faisaient des trucs dans leurs ateliers au Japon, et qui faisaient uniquement des pièces détachées. Et un jour, ils ont décidé de faire des guitares complètes, quoi. Et en fait, voilà, l'ESP est né de cette marque-là, de ces initiales-là. Et au fur et à mesure des années, ils ont réussi à intégrer des gros artistes, dont George Lynch, qui a été le premier, en fait, qui est là depuis le départ. Et ensuite, des James Hetfield, des Kirk Hammett, des Alexis Layo, qui nous a quittés récemment, et plein de très 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 bons groupes. Et depuis, il y a une sorte on va dire que c'est géré et par le Japon et par les États-Unis, parce que maintenant il y a deux fabriques. Mais voilà, ça me représente au niveau des artistes, en fait, on va dire que ESP LTD, c'est ce qui me représente le plus de temps, parce que toute la famille, toute la communauté métal, punk, hardcore, ça joue énormément sur ces marques-là. Et donc ouais, j'ai énormément de demandes toutes les semaines, quasiment tous les jours, sur des groupes qui veulent se faire endorser. Et, et voilà, quoi. Il faut savoir trier un petit peu tout ça, et puis savoir répondre à tout le monde, sans pour autant dévaluer le travail des groupes, parce que tout ce que font les groupes en ce moment, c'est du super boulot. Mais voilà, tu peux pas endorser tout le monde comme ça, quoi. C'est ça aussi. J'aimerais revenir juste sur un petit épisode, parce que Guillaume, on Ouais. s'est déjà rencontré il y a quelques années à Toulouse, justement. Vu que tu as parlé d'Alexis Layo, je me permets de
je me permets de rebondir dessus parce que c'est une énorme perte qu'on a tous vécu en fin d'année 2020 ou début 2021 dans ces eaux-là. Il me semble qu'il a disparu. Ouais. Et vu qu'on s'était rencontrés sur Toulouse en fin 2017, lorsque tu t'occupais un petit peu de sa tournée masterclass où il avait fait plusieurs dates en France, je voulais savoir si comment tu avais déjà appris la nouvelle, enfin comment tu avais vécu entre parenthèses cette nouvelle bien triste dans le milieu de la musique métal et comment s'était passé un petit peu la tournée en interne entre guillemets vu que toi tu étais avec lui et que tu te déplaçais avec lui. J'avais trouvé que c'est une des rares interviews où j'ai eu affaire à un artiste que j'ai trouvé très gentil mais très introverti en même temps. Ouais. Il avait l'air un petit peu presque un petit peu gêné, enfin soit gêné, soit hyper timide. Comment il était en interne entre guillemets? Alors, en fait, on va dire que c'est le côté un petit peu scandinave. C'est normal. Il faut pas le prendre mal. C'est des gens qui sont très, très introvertis. D'accord. C'est pas des Ricains, c'est pas des Australiens, c'est pas des mecs qui vont en foutre plein la vue ou quoi que ce soit. Ils sont très potes entre eux, mais c'est vrai qu'au-delà du cercle Ils très sont fermé de réservés leur quoi. groupe, ouais, ils sont très, très, très réservés. Et en fait, j'avais déjà, avant de faire cette tournée-là avec Alexis, je l'avais rencontré une première fois quand c'était 2 ans auparavant, c'était en 2015-2016, je crois. Vous avez fait une tournée avec Children of Bodom et on avait juste fait une signing session à Toulouse. Et on était allé je me rappelle, c'était chez Guitar Shop à Toulouse à l'époque. Et D'accord. on avait fait juste une signing. Donc il avait fallu que j'allais chercher à l'hôtel et qu'on fasse le trajet ensemble. C'est-à-dire que je conduisais, il y avait leur manager qui était avec moi, et il y avait les trois guitaristes, en fait, le bassiste et les deux gratteux qui étaient à l'arrière. Et en fait, bah, j'ai trouvé ça hyper froid, quoi. Il y avait pas de, quand ils sont entre eux, ils sont pas du tout extravertis, ils te parlent quasiment pas. C'est le manager qui parle pour eux. Et c'est pour ça, quand on m'avait dit qu'il y avait une opportunité de faire une tournée avec Alexis Layo tout seul, j'ai fait, ah putain, si je me retrouve à faire ça et qu'il est dans le même état d'esprit que la personne que j'avais rencontrée 2 ans auparavant, ça va être très tendu si je dois rester une semaine avec. Et en fait, Mhm. non, le truc, c'est que tu as l'effet de groupe. Et les mecs, quand ils sont ensemble, tout est géré par le manager. En fait, eux, ils ont quasiment rien à faire. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils iraient te parler à toi alors que c'est le manager qui gère tout? Et Mhm. là, si tu veux, quand on a fait les cliniques, les démos dans toute la France, en fait, on a fait, si je me rappelle bien, c'était Paris. On a fait Lille, Paris, Toulouse et Nantes. Ouais. Et entre les destinations, soit on prenait l'avion, soit on était en train, et puis on a fait beaucoup de voitures aussi ensemble. Et en fait, je me suis retrouvé juste avec Alexis Layo lui-même, quoi, la personne Alexis Layo. Tu vois, pas Alexis Layo de Children of Bodom, c'était Alexis Layo. Et il y a un moment où quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, et ben, au final, tu commences à vraiment parler de plein de choses. Et c'est là où je me suis rendu compte de la personne, Alexis Layo, qui c'était vraiment. Et c'était hyper intéressant de pouvoir partager plein de choses avec lui. Et ça a été vraiment des moments. Ouais, c'était pas Monsieur Children of Bodom, quoi. C'était juste Alexis Layo, un mec qui avait des problèmes de santé, qui avait eu une chirurgie de l'épaule, qui avait eu plein de choses et qui au final essayait de se remettre d'aplomb et puis de revoir ses fans et puis de se redorer une image aussi parce qu'il se rendait compte que ce qu'il avait fait sur les 20 dernières années, il voyait des lives de lui où il avait 3 grammes, où il ne s'en rappelait même pas. Et mine de Ouais. rien, ça l'avait vachement affecté en fait tout ça. Et il voulait vraiment repartir sur des bonnes bases et puis montrer un peu à tout le monde que c'était pas juste un guitariste alcoolo et qui consommait tout et n'importe quoi en fait. Ouais. Et puis en plus, mine de rien, enfin, malheureusement, les projets pourtant étaient bien pour avancer. Il avait créé, je crois que ça s'appelait. Bodom After Midnight. Il avait créé un nouveau groupe d'ailleurs Ouais. je crois que le label, je crois que c'est Nuclear Blast, si je dis pas de conneries, vont sortir quand même les titres, les 2 ou 3 titres qu'ils avaient déjà enregistrés. Je crois que Ouais. c'est prévu cette année-là, si je dis pas de bêtises. Bah, c'est ça en fait, ils avaient signé le contrat, c'était Bodom After Midnight, ils avaient signé le Oh, de contrat, After Midnight, autant pour moi. ils ont signé le contrat fin novembre, début décembre et Alexis Layo est décédé quelques semaines après. Et la famille a préféré ne pas prévenir les fans et tout le monde, en fait, la communauté métal. Donc ils ont gardé un petit peu le secret, ils ont préféré rester entre familles très proches pendant toute cette période, fin d'année 2020, quoi. Ouais. Mais oui, Juste ça, normalement, ils vont sortir des choses. Et puis c'est pareil concernant ESP.
il y avait une guitare qui était prévue en fait chez ESP depuis quelque temps, une nouvelle signature Alexis Layo. Et pour rendre un peu hommage aussi à Alexis, pour l'instant, elle va pas sortir. Donc elle sortira que l'année prochaine. D'accord, et pour respecter un petit peu cette période Ouais. de Les deuil. Japonais sont très respectueux des personnes décédées, de la vie après la mort. Et voilà, Ça permet de faire aussi un super truc pour un gros fan de Children of Bodom. c'est ça. C'est que, Les fans de Children of Bodom sont totalement affectés à l'heure actuelle et ils savent que, je sais pas s'ils ont un projet de continuer sans lui, je crois pas. pour l'instant, je pense que c'est encore un peu Il n'y a tôt. pas de communication. Non, il n'y a pas de communication. Et puis, je pense que c'est quand même vachement difficile de. Déjà, c'est Alexis, qui était quand même le leader de Children of Bodom, qui a reformé un groupe avec d'anciens gars de Children of Bodom, dont le guitariste. Roop Latvala, non Pardon? Je sais plus. C'était pas Roop Latvala Non, Roop, c'était le bassiste, et je crois pas qu'il était dans le. Je crois pas qu'il D'accord, ok. C'était un autre guitariste avec qui il a fait beaucoup de studios, qui était dans Bodom After Midnight. Et du coup, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Je sais qu'ils vont sortir ils vont sortir les bandes, ils vont sortir tout ce qui a été pré-enregistré. Mais pour le futur du groupe, je ne sais absolument pas. Et puis remplacer un mec comme Alexis Layo, c'est quand même. Ça va être plutôt compliqué, quoi. Ça va être dur. C'est comme Ouais. si on remplaçait Mustaine dans Megadeth, quoi. Tu pourras pas. Il y a des personnes comme ça qui sont très dures à remplacer dans un groupe. Bah ouais, c'est ça. Donc, Et je trouve qu'en plus, ils avaient signé, entre pareilles, médiatiquement parlant, leur dernier concert à Helsinki, justement, fin 2019, je crois, ou en 2020. Ouais, Je sais début plus. 2020, c'était le dernier concert de Children. Ouais, exactement. Voilà, ils avaient communiqué quand même, c'était quand même pour refermer, entre guillemets. C'est ça la seule chose, bien qu'il soit parti bien trop tôt, au moins il a eu l'opportunité, entre guillemets, de fermer le grand livre de Children. Bon, peut-être que ce serait réouvert, hein, mais. C'est ça. Non, mais je pense qu'ils voulaient partir sur des bases aussi plus saines et puis repartir sur un truc un peu. Ils ont eu quand même énormément de soucis de santé, d'abus dans tous les sens, et ça les a vachement affectés en fait dans leur vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. Et je pense que voilà, c'était un des buts qui s'était fixé, c'était de repartir sur des bases plus saines en fait avec ce groupe-là. Bon, on va peut-être fermer la parenthèse sur Children of Bodom et puis continuer à parler ce que tu fais réellement. C'est ce que toi tu fais. Non, mais c'était important d'en parler quand même parce que c'est quelqu'un qui. C'est un sujet très intéressant. Et juste, Guillaume, une petite question, juste avant de repartir sur tes activités musicales. Quand on s'est rencontrés, tu voyageais avec Alexis pour cette tournée de clinique. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en faire avec d'autres artistes, des cliniques de ce genre-là, avec plusieurs dates en France? Ouais, j'ai fait quelques cliniques. J'en ai fait avec George Lynch de Lynch Mob. De Lynch Mob, ouais. Ouais. Avec alors après des tournées aussi importantes, non, mais des sortes de démos dans ce style-là. Ouais, j'en ai fait aussi avec Bill Kellier de Mastodon. Cool. Mais après, c'est vrai que c'est difficile d'avoir autant de personnes qu'on ait envie. Le meilleur endroit en fait qui rassemble le plus de groupes avec lesquels je peux avoir des interviews et tout ça, c'est le Hellfest. Forcément, c'est le seul. Bah ouais. Du coup, si j'ai bien compris, c'est toi qui gères le stand ESP au Hellfest. C'est ça. Ouais. C'est que on a réussi à prendre la place de l'ancienne marque de guitare électrique qui était présente au Hellfest pour imposer ESP, parce que ça tombait un peu sous le sens, parce qu'il y avait la majorité des groupes qui jouent au Hellfest sont sous le drapeau ESP ou LTD. Il y a énormément de groupes qui sont sous ces groupes-là. Et je me rappelle sur le dernier Hellfest en 2019, sur les 160 groupes qui jouaient, il y avait quasiment, c'était un quart des groupes qui étaient sur du ESP et du LTD. Après, ESP reste quand même une marque fondamentalement métal, quoi. Ouais, on était à 30 groupes endorsés et une douzaine de groupes non endorsés ESP. Donc c'est quand même, c'est quand même énorme. Et c'est une majorité. Donc après, c'est vrai que ça nous ramène énormément de monde et ça nous permet aussi d'avoir l'opportunité d'avoir des groupes qui ne font normalement jamais de séance de dédicace. Et là, je pense par exemple à des groupes comme Parkway Drive qu'on a réussi à avoir en 2019. Et Parkway Drive ne fait absolument jamais de séance de dédicace en festival.
Là, c'est parce que on était avec, parce qu'on avait le stand ESP et que les personnes de chez ESP USA aussi étaient là. Tony Roser, qui s'occupe des artistes aux États-Unis, c'est grâce à ça en fait qu'on a pu faire venir les mecs sur notre stand, quoi. Sinon, Oui. les mecs venaient pas. Mais non, c'était hyper intéressant. On a eu les gars de merde, comment ils s'appellent? Bah, on a eu les Français déjà de Dagoba et Massisteria, mine de rien, qui représentent très très bien le métal français. C'était le vendredi soir, le groupe qui ont des influences un peu norvégiennes aussi là. Ah, Alors, j'ai du mal à me rappeler. Nergal et Orion. Ouais, bah, pas les scènes que je regarde, moi. Nergal, merde, non, c'est hyper connu en fait. Là, j'ai un trou, mais ces mecs-là sont hyper connus et ils jouaient au Notfest, donc la veille du Hellfest. Ah, c'est pas Behemoth par hasard? Behemoth, exactement, merci. Ouais, c'est ça, Nergal. Bah oui, forcément, Me and That Man, mais Behemoth, oui. C'est ça. C'est très bien ça. Je savais pas qu'ils avaient été en dédicace d'ailleurs sur votre stand, c'est con. Ouais, ils étaient venus, ouais. Mais on avait un groupe par jour, parce que la première année, on avait fait 2 groupes par jour, et c'est vrai que ça demande énormément mine de rien, sur le stand. On bosse de 8h du matin à minuit, quoi. C'est Ouais, ça n'arrête pas. 1h du matin, ça n'arrête pas, ça désemplit jamais, parce que... Eux, ils ont pas le temps de décuver. Ouais, mais bon, prochain Hellfest, tu prends le temps de passer boire une bière au campement. On n'a pas le temps de faire ça, en fait. On n'a Non, même pas le temps de prendre une des bière, pauses, mais en fait. On passera boire une bière avec ta mère. Avec la tienne, peut-être. Bon, t'as peu de chance de la croiser au Hellfest. Hein. Mais bon. Mais non, ouais, c'est vrai que c'est un rythme qui est très, très, très soutenu. Et ouais, on n'a pas le temps de trop voir les concerts ou quoi que ce soit. On nous dit à chaque fois, ouais, ça a l'air cool ce que vous faites. Ouais, c'est pas déplaisant, évidemment. On rencontre des gens hyper intéressants, on rencontre des groupes. On voit beaucoup de monde, on voit beaucoup d'artistes aussi et des futurs groupes aussi qui peuvent être là et qui sont présents. C'est du gros taf, quoi. Mais ouais, c'est du gros taf. C'est une grosse préparation, bah, tout comme le Hellfest, en fait. Eux, ils posent les bases de tout ça, ils posent les fondations, et puis nous, après, on vient pour aménager un peu tout et pour que ça rende beau et que ce soit joli pour les gens. Ça Qui ont anime envie de venir tester les guitares. Le Hellfest, on y va aussi pour voir la musique, principalement. Hein. De toute façon, c'est le truc numéro 1. Ouais. Mais derrière, il y a aussi les guitares, il y a des gros fanats bah, la musique, ça englobe plusieurs choses. Dont les guitares, justement. Et c'est vrai qu'un stand comme ça, c'est intéressant. Le mec qui vient pour s'enseigner sur le matériel. Le Hellfest, on y va aussi pour s'enseigner, que ce soit sur le matériel. On y va pour les vêtements, hein, les stands. Ouais. Il y a beaucoup de marques qui sont présentes. Nous, on n'est pas encore présents parce qu'on est juste créés, quoi. Mais il y a beaucoup de choses derrière. Le Hellfest, on y va pour découvrir plein de choses. Il y a plein de stands super intéressants, plusieurs marques. C'est ça, et du tatouage aussi. Il y a plein de choses qui sont là. Il y a vraiment de tout. Ce qui est bien, le Hellfest, c'est c'est qu'avec les années, au final, le Hellfest, tout le monde y trouve son compte. Les groupes sont hyper contents d'y jouer. Les fans sont hyper contents parce que tu as 6 scènes, toutes qui sont spécialisées dans un genre, et tu peux voir un petit peu tout ce que tu veux à toute heure de la journée. Et ce qui est bien, c'est que pour nous, entre guillemets, les gens qui travaillons dans le milieu, pour vous avec votre marque, quand vous serez à l'Extreme Market, comme pour Guillaume sur son stand ESP, comme pour moi qui fais des interviews, par exemple, mais c'est qu'en fait, au final, c'est comme, ils ont réussi à fédérer tout le monde. C'est comme un salon de la musique pour les gens qui y travaillent, où on fait du contact, où on est là pour rencontrer du monde. Les fans voient les meilleurs concerts du monde et les groupes sont accueillis comme rarement ils le sont dans d'autres festivals. Donc au final, c'est ça. Là pour le coup, on peut dire ce qu'on veut sur le Hellfest et aussi des avis négatifs qu'il peut y avoir. Mais les mecs arrivent quand même, ils ont quand même créé un truc qui est difficilement égalable, quoi. Moi, pour avoir eu l'opportunité d'aller à l'étranger dans notre festival, c'est pas pour faire le mec ou comme ça, mais franchement le Hellfest, c'est difficilement égalable, quoi. Il y a une qualité de festival. Bon, sinon, du coup, on va quand même avancer un peu sur l'interview. Pardon. Du coup, on vient de parler du fait que tu es représentant ESP, mais t'es aussi représentant pour Marshall. Ouais. Donc les amplis guitares. Et les frigos. Et les bières. Et les bières, et les frigos, et les casques. Mais le truc le plus important, pour eux, ça reste quand même les amplis guitares.
Bah, le truc le plus important, ça reste les amplis et c'est c'est la légende et c'est surtout ce qui reste de Jim Marshall en fait. C'est que ce mec-là, depuis 1962, en fait, il a créé des légendes. Et Bah, en 1900, Marshall, ça reste une marque mythique. bien sûr. Et ça a été avec d'autres marques, bien évidemment. Mais Marshall, déjà, quand tu parles de Marshall, il faut remettre les choses aussi un peu en ordre. C'est que tu as beaucoup de gens, quand tu leur parles de Marshall, il y a une stat qui était sortie, il y a 50% des gens qui pensent que Marshall, c'est américain. Ce qui est totalement faux, puisque Marshall est anglais. Et vraiment British de chez British, parce que c'est fabriqué à Milton Keynes, donc c'est à 2 heures au nord de Londres. Donc c'est un peu perdu dans la campagne. Et c'est toujours la même usine qui fabrique les amplis anglais, en fait. Et autant il y a des boîtes comme Vox ou Orange qui ont délocalisé un petit peu tout ça, autant Marshall est resté fidèle à lui-même et ils sont toujours au même endroit depuis les années 60. Et ce qui est intéressant aussi dans la façon de faire, c'est que c'est des familles anglaises en fait qui bossent là-dedans. C'est que il y a des familles entières qui sont dans l'usine Marshall. C'est que y a les pères de famille, les mères et les enfants qui bossent dans cette boîte-là, quoi. Parce que c'est un tout petit patelin et c'est un peu façon, on va dire, ancienne entreprise minière, quoi. C'est que tout le monde va au taf en même temps et puis après ils rentrent chez eux parce qu'il n'y a rien autour, quoi. Et c'est la boîte qui emploie un petit peu beaucoup de gens du village. Ouais, c'est la boîte qui fait vivre le village. Justement, petite anecdote sur Marshall que j'avais appris. Donc le fondateur, Monsieur Marshall, ne savait pas jouer de guitare. Non, Jim Marshall était un batteur. C'est ça. Et il y en a beaucoup. Pour un mec qui fait des super remplis de guitare, ouais. il ne Alors, savait pas toucher une guitare. L'histoire, elle est hyper intéressante parce que Jim Marshall et son frère ont ouvert un magasin de musique au début des années, fin des années 50, début des années 60. Et c'était un magasin de batterie. Et en fait, les batteurs venaient avec leurs guitaristes pour choisir des batteries. Et certains guitaristes ont commencé à demander s'ils pouvaient faire des amplis. Et en fait, à l'époque, dans les années 60, c'était les seuls amplis très puissants qui existaient en fait sur le marché, c'était des amplis américains. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça coûtait une fortune à importer des amplis comme ça. Et donc Jim Marshall et son frère se sont penchés sur l'idée de faire une sorte d'hybride avec sur des bases de Fender. Et à partir de cette époque-là, en fait, ils ont commencé à sortir les premiers amplis, dont le JMP1 et les Blues Breakers, toute cette série-là. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de guitaristes qui sont venus avec leur batteur pour demander des amplis de plus en plus puissants. Et des mecs comme Clapton et Hendrix ont frappé à la porte du magasin en fait de Jim Marshall. Et les mecs venaient et disaient nous on veut ça. Et ils ont commencé à faire des amplis sur mesure avec des canaux dédiés sur mesure pour ces gens-là parce qu'à l'époque il n'y avait pas de sonorisation, donc on ne pouvait pas sonoriser des amplis, donc il fallait tout mettre à burn. Il fallait de la puissance. Et il fallait de la puissance. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à sortir ce qu'on appelle les fameux 4-12. Et un fameux qui est sorti qui s'appelait le 8-12 qui était un monstre. Donc c'était un 8-12, c'était 2 amplis les uns sur les autres. C'était un cab de 8 haut-parleurs de 12 pouces. Exactement. Avec la tête posée par au-dessus. Le truc, c'est un frigo, ça pèse 95 kilos à déplacer. C'est ça. Et c'est que en fait, l'idée du 4-12, c'est venu des roadies en fait à l'époque de ces mecs-là qui n'en pouvaient plus de transporter ces monstres en fait qui pesaient plus de 100 kilos en fait à l'époque. Et ils ont demandé à Jim Marshall si c'était possible de le couper en 2. Et Jim a fait bah ok, mais du coup en bas il en faudra un avec un pan coupé, donc droit. Enfin non, un pan droit. Et le deuxième, vous pourrez le mettre au-dessus si vous voulez, vous pouvez le mettre en dessous, enfin c'est vous qui voyez, mais au-dessus vous aurez un pan coupé et ce sera 2 4-12. Voilà. C'est ça. Et c'est comme ça que le fameux 4-12 est né de la part de Marshall. Et qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est toujours fabriqué avec les mêmes. Toujours fabriqué avec les mêmes process, les mêmes techniques. Exactement. Et toujours du Célestion parce que Marshall a toujours fonctionné avec Célestion. Bon, en même temps, Célestion, niveau qualité de haut-parleur, je veux pas cracher sur Eminence qui fait quand même des très bons haut-parleurs. Ils font des bons haut-parleurs, bien sûr. Mais Célestion a le côté mythique du quand on recherche un son qui est déjà connu, quasiment tout le monde est déjà sur Célestion. Ce qui est aussi super intéressant avec Marshall et ce qui fait aussi la légende,
c'est que Marshall s'est imposé un petit peu partout. En fait, au final, on voit souvent, nous qui sommes un petit peu plus dans ce milieu-là, on voit souvent Marshall, AC/DC, Motorhead, le hard rock, le rock and roll, le heavy metal ou même le thrash, des genres plus extrêmes. Mais Marshall, en fait, au final, c'est non seulement, c'est presque on pourrait dire que c'est une référence dans tous les genres musicaux, au final, Marshall. Bien sûr, parce qu'ils ont su se différencier sur plein de genres de musique différents. C'est pour ça que du blues breaker de Eric Clapton à du JCM 800 pour Iron Maiden ou pour tous ces gars-là, et des JCM 800, le JCM 800 KK pour Kerry King, qui a été une série signature qui a été phénoménale. Ils ont réussi, et les JVM plus récemment, du coup, avec des canaux modernes, ultra modernes pour les métalleux modernes. On va dire que du ultra aigun, comme on appelle ça, voilà, ils ont réussi à se différencier sur plein de choses. Et c'est ça qui a rendu aussi le mythe, enfin la légende, et tout ce qu'on veut Ils ont derrière, réussi à s'adapter, en fait. Ouais. En fait, on va dire que la légende est vraiment née à partir des années de 60 à 90. C'est là où ils ont sorti les choses les plus importantes. Et après, on est passé, à partir des années 2000, on est passé dans le monde un petit peu plus analogique. Donc avec ce qu'on appelle les MG, les codes plus récemment, toutes ces séries qui ne nécessitent pas de lampe, qui sont plus du transistor. Aussi, j'imagine. Passage au transistor, côté numérique. C'est ça, ouais. Le digital, quoi. Ouais. Le digital et tout. Maintenant, en fait, la majorité des ventes se font sur du digital. Quand on voit toute la concurrence, les petits amplis, ce qu'on appelle les plug and play, c'est-à-dire que les guitaristes actuellement qui veulent se mettre à la guitare, ils veulent un ampli, voilà, on le branche, on allume et ça fonctionne, quoi. Ils veulent pas avoir une pièce qui fait 60 mètres carrés avec aucun voisin pour pouvoir monter le son à 11, quoi. C'est ça, pour pouvoir se permettre d'utiliser l'ampli dans la plage. Le côté où les lampes ont le grain. Ouais. Parce que moi, pour avoir été guitariste, je suis tellement mauvais que j'ai arrêté. Mais pour avoir été guitariste et avoir joué sur un ampli à lampe, mon ampli à lampe qui faisait à l'époque 50 watts, si je voulais pas me faire j'étais gamin, si je voulais pas me faire défoncer par mes parents, fallait pas que je dépasse 3. Sauf que si je voulais que l'ampli sonne correctement, fallait que je sois à 8. Donc fallait t'attendre que tes parents soient pas là. Ouais, sauf que quand tu vis chez tes parents, en gros, l'ampli, il y avait que en répète où oh tiens, 8. Putain, en fait, il sonne bien cet ampli. Oui, c'est ça. Ouais. Alors qu'avant, ça sonnait carton, quoi. C'est ça. Il marchait un truc qui est énorme avec. Et du coup, c'est les murs. Les murs d'enceinte, mais tu prends Motorhead, par exemple. Non, mais ça, c'est le côté mythe, c'est le côté image. C'est le logo Marshall, c'est l'image, en fait. À répéter tout. Après, moi, à l'heure actuelle, là, en ampli guitare, j'ai un petit Vox VTX 20, un truc comme ça, un petit 20 watts à modélisation. Ouais. Franchement, pour jouer tranquillement chez moi, juste pour m'éclater, faire le con, c'est plus que suffisant. Ça marche très bien. Je peux faire les sons que je veux. Mais après, moi, j'ai toujours ce manque de la lampe. Sauf il y a que plein maintenant, de marques qui font des bonnes choses maintenant à faible niveau. À faible réduit, en fait, oui, bien sûr. Aussi. Mais après, si tu rentres en studio ou si tu vas sur des scènes, c'est là où tu vois la limite de ces produits-là, en fait. C'est ça. C'est l'intérêt des produits plus haut de gamme, c'est quand tu fais de la scène et du studio, pour moi. Exactement, c'est ça. Et là, toi, t'as pas besoin d'un truc forcément ultra haut de gamme. Ouais. Et comme on parlait des murs, en fait, d'enceinte de baffle Marshall, en fait, là où Marshall a été très fort au début des années 80, c'est que, en fait, le but de Marshall, c'était d'être présent sur toutes les plus grosses scènes du monde entier. Et en fait, comment faire leur but, c'était de se dire comment faire pour que mon artiste américain, qui est énorme, qui va dans différents pays européens, puisse avoir son mur de Marshall s'il ne peut pas le transporter. Et en fait, le truc, c'est qu'on disait aux artistes américains, si vous êtes sur Marshall, on peut vous garantir que toutes les scènes que vous allez faire dans vos pays, le mur d'enceinte derrière vous. Ouais, le stack, ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est avec ça qu'ils se sont battus, en fait, Marshall. C'est que l'image, à l'époque, c'était un truc de malade mental. C'était un truc qui pétait à l'esprit, c'était ce que tu voyais sur les photos de couverture, sur les magazines, sur tout ce que tu veux. Et Marshall n'a jamais sponsorisé, n'a jamais offert
de produits en fait. C'est-à-dire que même si tu t'appelles Zakk Wylde ou tu t'appelles Kerry King, bah, tu les payes en fait tes Marshall. Parce que l'idéologie de Jim Marshall, le fondateur de la marque, c'est que s'il donne un ampli à Kerry King, ça veut dire qu'il est capable d'offrir un ampli à tous les gamins qui sont en train de jouer dans la rue à côté de chez lui. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il ferait ça avec un mec qui tourne toute l'année et qui se fait qui gagne très bien sa vie? Et les moyens de se l'offrir. Pourquoi offrir quelque chose à quelqu'un qui aurait les moyens de se l'acheter? C'est ça. Alors que quelqu'un qui ne peut pas se l'acheter, on ne pourrait pas lui faire. Et ça donne plus de valeur à la chose, tu vois, même pour un artiste, de payer son matériel plutôt que d'avoir tout gratuit et qu'au final, ça représente plus grand-chose, tu vois. Oui, et, en fait, c'est toujours battu avec ça, mais par contre, donc, il n'offrait pas de produits, donc tu les payais, mais par contre, si tu étais un artiste endorsé sur la marque, tu avais la sécurité de toujours avoir un service après-vente ou d'avoir quelqu'un ou d'avoir un distributeur dans le pays dans lequel tu allais jouer qui pouvait te fournir le matériel que tu voulais. Mais si tu pouvais pas le transporter. Ouais, hashtag Marilyn Manson qui m'a volé une tête d'ampli Marshall sur le Hellfest 2015. Bizarre, ce concert-là, je pense. Étonnant. Le concert où il a niqué je sais pas combien de micros. Ouais. Et bah, ce mec-là m'a volé une JCM 800. Je crois qu'à ce concert-là, qu'il s'est fait plus d'un ennemi. Ouais. Mais non, mais tu vois, c'est le genre de choses où tu vois, Marshall m'appelle en catastrophe en me disant voilà, il y a tel artiste qui a besoin qui est à Nice ou qui est à Lille ou qui est à Paris ou quoi que ce soit. Faut absolument lui fournir ceci, cela. Et nous, on est là pour répondre aux attentes directement. Et c'est ça qui fait que Marshall est très fort, c'est que leurs artistes savent que n'importe où ils sont sur le globe, ils auront toujours un support, ils auront toujours de quelqu'un derrière pour assurer leur show, quoi. Mais du coup, Guillaume, ça me fait venir à une question personnellement. Bon, ok, les artistes internationaux, ils sont dans un pays, ils sont en rade où ils ne peuvent pas transporter leur tête d'ampli ou leur câble. On va leur en fournir un. Ok, pas de souci. Mais du coup, c'est pas une perte monstre pour la marque parce que bon, si ça veut dire qu'on doit fournir un ampli à, je sais pas, à Zakk Wylde par exemple ou à AC/DC ou peu importe l'artiste, on s'en fout en fait au final. Mais si tu dois fournir un artiste en matos qui joue à Paris ou à Nice, ben, ça veut dire que derrière tu prends un ampli neuf, tu lui transportes pour qu'il joue avec, mais derrière du coup il est plus neuf à la vente. Ça arrive très rarement parce que généralement les boîtes de prod qui font tourner les artistes sont déjà en lien et en connexion avec des tourneurs et donc avec des boîtes de prod et avec des boîtes de location de matos. En fait, sur les riders, il y a déjà tous les besoins des groupes, si tu veux. Donc nous, on n'intervient que en cas d'extrême urgence, si tu veux. De dépannage, quoi. Voilà, exactement. Et ils savent que s'il y a le moindre souci, nous, on peut les dépanner en moins de 48 heures et que voilà, on peut toujours leur sauver un festival. Là, je switch sur ESP parce que c'est ce qui nous est arrivé il y a 2 ans. Il y a un groupe qui n'était pas du tout sur ESP, qui est arrivé, ils venaient de Stockholm et ils sont arrivés à Nantes et leur matos était toujours à Stockholm. Ils devaient jouer le jour même au Hellfest. Et les mecs sont venus nous voir en catastrophe parce qu'ils n'avaient pas de guitare, ils n'avaient pas de basse. Et les mecs étaient là en mode, ils étaient à poil, quoi. Et ils pouvaient se faire dépanner des amplis, mais ils avaient besoin de gratte, quoi. Et les mecs, on leur a dit, ok, très bien, mais par contre, vous cachez pas le nom des marques et vous jouez avec ces marques-là. Vous jouez avec ESP. Moi, je me mets à la place d'un groupe. T'es à poil. Tu vas voir une marque. Elle te dit, je te file le matos qui te permet de faire ton live. Gratuitement, entre guillemets ou pas, mais. Du moins, je te prête le matos pour les faire mecs sont venus choisir. On les a laissés choisir sur notre stand. Ouais, bah du coup, encore mieux. Bah ouais. Et moi, je me fous à la place des mecs. Je me dis, mais c'est la base. Mais je peux que faire un big up en pleine scène devant, je sais pas, 7-8 000 personnes au Hellfest. Ouais. Non, c'était cool. Ils ont été adorables, les mecs. Parce que, au final, la marque a été super sympa. C'est grâce à cette marque de gratte-là que ça t'a sauvé le concert. Moi, personnellement, un truc que je ferais dans ce genre-là, du moins, si moi j'étais musicien, bon, je suis tellement mauvais que ça arrivera pas, mais si moi j'étais musicien et que ça m'arrivait sur un concert, moi je serais du genre à
à voir quand est-ce que je peux péter mon contrat avec l'autre marque pour passer avec la marque qui m'a dépanné sur un live. C'est ça, en fait, au final, toi, tu peux récupérer. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais je t'assure qu'il y a des, je peux te dire que ça en a mis plein la vue parce que quand on a fait venir des mecs comme Alexis Laios sur notre stand au Hellfest, on était avec tous les gars de Children et les mecs ils ont halluciné quand ils ont vu tu sais, t'arrives sur le LCT Square là où il y a tous les magasins et que les mecs tu les amènes, tu fais toute la traversée du truc et ils voient une énorme guitare tout au fond du truc avec un stand qui est magnifique quoi et une queue de 100 ou 150 personnes qui attendent pour faire des signing sessions. Je peux te dire que ça, mine de rien, dans la tête des gars qui sont déjà endorsés ESP, ils se disent putain, on est à l'autre bout du monde et on a une marque qui fait ça pour nous. Ben ça, je peux te dire que ça reste dans. Les mecs, ils étaient en train de faire des lives, ils étaient en train de shooter, ils étaient en train de mettre ça sur tous les réseaux sociaux pour dire putain, regardez ce que fait ESP pour nous quoi. Et, après, ça a la gueule. Hein. Après, c'est pareil, c'est comme on parlait en off avant. Ouais. Il y a le côté feeling. C'est si tu sens bien un partenariat, tu vas y aller. Si c'est le mec a beau être connu comme pas permis, si c'est un fils de bip, parce que on n'a pas le bip automatique sur le. Ouais, et il y en a beaucoup des fils de bip. On a sorti depuis tout à l'heure. Oui, voilà. Non, mais voilà. Si le mec en fait c'est un enfoiré qui cherche plus à te plomber qu'autre chose, ouais. Je vois pas l'intérêt de bosser avec ça. On est d'accord. C'est pour ça, et c'est là que mon rôle est assez difficile aussi, c'est qu'il y a des fois je dois dire non quoi. Tu peux pas accepter tout et n'importe quoi. Donc non, il y a des fois où tu dis non quand il y a certaines attitudes qui correspondent pas à l'éthique et à l'image de la marque. Donc des fois non, c'est pas possible. J'avais une autre question pour toi. Oui. Donc là, avec le Covid, est-ce qu'il y a eu des différences au niveau du vente du matériel, des personnes qui ont voulu créer une nouvelle passion Je pense que Algam a peut-être été touché par ça, non? Ouais, alors en fait, on a eu une balance assez bizarre, c'est-à-dire que tout le milieu professionnel, donc de l'installation pro, de la sono, du lightning, toutes ces choses-là, ça a été une catastrophe en fait, parce que concert normal, plus de festivals, plus de répètes, donc plus d'installs, plus de professionnels en fait de la musique qui étaient là-dedans. Donc tous nos collègues du backline et tout ont subi ça de plein fouet et on pense fort à eux parce qu'il y en a qui l'ont très très mal vécu et c'est très difficile pour eux. On essaie de les soutenir au maximum. Et à côté de ça, on a vu des musiciens en herbe en fait se dire tiens bah là je suis chez moi, j'ai rien à faire, je suis en confinement donc bah j'ai du temps à passer sur quelque chose, je vais essayer d'apprendre un instrument en fait. Chose que les gens n'ont pas forcément l'habitude de faire s'ils ont une routine métro, boulot, dodo. Ils se disent que bah, voilà, le week-end, ils n'ont pas le temps de faire ça, ils ont d'autres préoccupations. Et ils se sont dit, bah, tiens, là j'ai le temps, je vais apprendre un instrument de musique. Et on a vu nos ventes de logiciels aussi informatiques pour faire de la musique. Il suffit d'un ordinateur, d'une carte son, un petit clavier, et puis bah, on peut commencer à faire de la musique et à s'amuser à apprendre des choses. Pareil avec une guitare électrique ou une guitare acoustique, avec un petit ampli qu'on peut mettre dans un appartement ou mettre un casque dessus, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ouais, des DSP, genre Neural DSP, trucs comme ça, quoi. C'est ça, ouais, ou des cartes son, du Presonus, voilà, toutes ces petites choses-là, en fait, pour Après, commencer. Je sais pas quelle marque vous faites. Franchement, j'ai fait mon mauvais élève. Je sais pas quelle marque vous faites en carte son et tout. Je sais que Presonus, c'est de la putain de bonne qualité. Déjà, on a des Scarlett, on a des Presonus, on a plein de choses comme ça. Je suis un ancien ingé son. Quand on me filait une table de mixage Presonus, franchement, j'étais content comparé à quand on me filait une Behringer, quoi. Oui, c'est comparé une Ferrari et une Twingo. Mais j'aime bien les Twingo, hein, c'est sympa, ça fait le temps. Non, les Twingo, c'est pareil. C'est comme la Ferrari, ça t'emmène d'un point A à un point B. Hein, sauf qu'il y a un confort différent. Bah, il y en a un, tu payes moins cher l'essence. C'est ça. Non, il y en a un, tu prends ton kiff, quoi. C'est ça. Et non, c'est vrai que on a la chance d'avoir des marques premium dans le catalogue et on est très content d'avoir ça. Et ce genre de marques-là qui font des consoles à 3, 4, 5, 6 000 euros fait aussi bien des cartes son à moins de 100 balles, tu vois.
Et ça permet de pouvoir de pouvoir commencer à faire des enregistrements de qualité et puis de se faire plaisir aussi facilement. Et je pense que même dans les gammes à moins de 100 balles, en général, tu as des préamplis et des convertisseurs qui sont très corrects niveau qualité. C'est ça, ouais. Donc ouais, tu vois, d'un côté, on a perdu pas mal avec tout le côté pro, mais de l'autre, on a cette nouvelle génération. Alors on espère que c'est une génération qui va pas revendre tous ces instruments en occasion et qui va continuer, et qui va persévérer un peu, voire faire des groupes quand on pourra faire des concerts et des répètes. Mais dans l'eau, forcément qui vont se créer. Ouais, bien sûr, il y en aura, et tant mieux. Et moi, je vois surtout aussi tous les groupes, tous les copains qui rongent un peu leurs freins, mais qui du coup sont en train de faire des nouveaux albums qui vont juste déboîter, et qui ont enregistré plein de choses, et qui ont des idées, des tonnes d'idées là, qui vont sortir, et ils ont qu'une hâte, c'est de repartir sur les routes et de défendre leurs nouveaux albums. Et ça va être, je pense que voilà, ils ont qu'une envie, c'est de faire le taf au maximum, quoi. Et j'avais une autre question à te poser, justement, parce que par rapport à tout ce qui est émergent, là, les nouveaux guitaristes qui viennent de rentrer sur le marché, est-ce que tu leur conseillerais comme matos pour un guitariste débutant qui veut commencer à se mettre à la gratte? Tu conseillerais quoi? Alors, après déjà, je pense qu'il faut déjà savoir vers où il veut aller. C'est-à-dire quelles idées il a, qu'est-ce qu'il a envie de faire comme son, qu'est-ce qu'il a envie de... Les différents styles musicaux. Mais Ouais, après, sur du shred, du blues, après, tu peux pas conseiller la même chose à un mec qui veut shredder qu'à un mec qui veut faire du blues. Déjà, Ah de bah base. c'est clair. Parce Ça a rien que, à voir. ouais, si tu veux shredder, tu vas aller sur des petites guitares façon Sterling, donc des signatures de John Petrucci par exemple, qui sont des shredmasters de ouf, quoi, qui sont des... Pour Après, avoir des ils sont putain de bien. ouais, elles sont cool, hein. Mais après, pour shredder, tu peux commencer avec des petites séries LTD qui sont à 300-400 balles, des petites séries LTD M200 qui sont des shred machines, quoi. C'est des petites guitares hyper bien foutues, ce qu'on appelle les formats super strat, avec deux doubles et puis un Floyd Rose, quoi, pour pouvoir t'amuser un petit peu façon hard rock années 80, quoi. Donc tu peux t'amuser. Ou sinon, après, tu peux tout aussi bien, si t'as pas envie de t'embêter avec un Floyd Rose, parce que mine de rien, pour changer les cordes sur un Floyd Rose, c'est pas évident. Donc si t'es vraiment un novice... Avec le pont, là, Non, Ouais. c'est ultra chiant. j'ai une LTD Ouais. avec un Floyd. Changer les cordes, c'est une misère. On est d'accord. Donc pour quelqu'un qui veut commencer, moi je conseillerais plutôt une guitare équipée d'un vibrato. Parce que c'est vachement plus simple pour changer les cordes. Tu peux t'amuser à jouer avec le vibrato. Tu n'auras pas la même sensation qu'un Floyd Rose, mais tu pourras quand même faire des sonorités un petit peu fun. Un petit vibrato type Strat, Exactement. c'est facile à régler. Même si tu tends trop les ressorts, au pire, c'est complètement collé à la table, ça bouge plus. Ouais. Le Floyd Rose, il faut vraiment aimer la mentalité du truc, il faut vraiment en avoir l'utilité, pour moi. Après, moi, personnellement, je préfère le chevalet fixe. Bah, moi aussi, je supporterai toujours le chevalet fixe, hein. Je suis pas un shredder, je suis pas moi, personnellement, je suis chevalet fixe et juste un micro chevalet et un bouton de volume. Voilà. Bah. Je suis simpliste. On est d'accord. Mais pareil, le micro manche, il me sert c'est pour être joli, hein, sur la guitare. Bon. Ouais, pareil. C'est juste pour l'esthétique. Non, je suis pas du tout du milieu du shred ou tout ça. Donc non, ouais, c'est vrai que il faut essayer de faire au plus simple pour quelqu'un qui veut commencer la guitare, et des petits formats super strat dans ce style-là avec deux micros pour commencer un vibrato, c'est parfait. Après, moi, conseil qu'on m'a donné quand j'ai commencé, c'est aussi prendre une guitare qui physiquement nous plaît. Oui. Parce que quand tu commences, ouais, la gratte, c'est tellement chiant à apprendre, on va pas se le cacher, que si ta guitare, tu la trouves pas belle, tu n'auras pas forcément envie d'aller jouer dessus tous les jours. Et du coup, tu n'auras pas envie de progresser. En fait, il faut qu'elle soit belle d'un côté, et il faut aussi qu'elle soit agréable à jouer. Et que ce soit agréable quand tu es debout ou quand tu es assis. Parce que tu as le problème sur des gens, sur des formes, ce qu'on appelle les formes Les Paul, des Gibson, qui ont le corps un peu arrondi. Quand tu es assis, c'est pas forcément agréable de jouer avec cette forme de guitare-là.
Moi, j'adore parce que généralement, je joue debout. Donc, moi, c'est ma forme préférée. Donc, sur les ESP, ce qu'on appelle les Eclipse. Mais sinon, pour jouer assis, tu as les formes strat ou super strat ou horizon, comme on appelle chez ESP, où Ouais. là, tu as vraiment la Attends, forme pour la jambe qui est faite, quoi. Donc, c'est vachement plus simple. je reviens. Tu vas chercher Ah ta ouais, gratte. il est parti chercher sa gratte, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Comme ça, on va tout ça découvrir en même temps. Yes. Corporate, le mec. Non, je lui ai envoyé cet après-midi, en fait, c'est fait exprès. Quand tu vois l'âge de l'Ogno LTD, tu travaillais pas pour eux quand je l'ai eu. C'est possible. Et tu vois, c'est ce que je te disais, tu vois, typiquement, c'est beaucoup plus simple de jouer quand tu es assis avec cette forme de guitare-là. Parce que tu peux la faire reposer sur ta cuisse et c'est vachement plus agréable. Bah, moi, je sais que cette gratte-là, pour jouer assis, je kiffe. Ouais. Par contre, j'ai une SG, j'ai 2 SG à côté. Et les SG, pour jouer assis, c'est vachement moins agréable. On est d'accord. Et après, les Eclipse aussi, c'est pareil. Hein. Les formes Les Paul, c'est la même chose. Du moins, quand je dis SG, c'est forme SG. Ouais, forme SG, ouais. Mais tout le monde, après, a une sensation différente. Et voilà, c'est vraiment. C'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que je conseillerais à des guitaristes débutants? Je leur conseillerais déjà d'aller dans un magasin de musique, en fait. Et, Tester les modèles, quoi. et de prendre des informations et de tester des modèles. Et plutôt que de se jeter sur la première guitare sur le web qui est venue, non, il faut aller dans les magasins de musique. Il faut toucher parce que toutes les guitares sont différentes. La sensation de toutes les guitares est différente. Tu peux prendre une guitare qui a exactement la même forme, c'est la même série, le même modèle. Tu en prends deux différentes. Bien que ce soit le même modèle, elles peuvent venir de deux bois différents en fait. Et là, tu as une sensation complètement différente. C'est comme une cymbale. Ça peut être la même cymbale, au final, elle ne sonnera pas pareil. Parce que y aura des petites choses qui vont être différentes dedans. En fait, c'est quand tu testes une guitare et que tu kiffes cette guitare-là, il ne faut pas la lâcher, en fait. Il faut garder ce truc-là. Et c'est pour ça que je trouve ça hallucinant d'acheter sur des sites étrangers des trucs à 1000, 2000, 3000 balles sans les avoir essayés. Je comprends pas, en fait, le principe. C'est vrai que ça dénature un peu le truc, quoi. Parce que c'est comme au final. C'est une comparaison qui n'est pas forcément à faire parce qu'il n'y a pas vraiment, un lieu d'être. Mais c'est comme acheter ses disques, c'est toujours plus sympa de regarder, d'aller dans un rayon, de regarder. Enfin, c'est un tour sur Spotify avant, quoi. Non, mais c'est deux choses différentes, tu vois. Mais enfin, je veux dire, le contact avec l'instrument avec lequel tu vas passer des mois ou des années à apprendre et à évoluer avant de t'en offrir un autre au moment où tu auras envie de switcher, d'évoluer sans renier tes origines, mais quand tu auras envie de changer d'un. Enfin voilà, c'est des étapes de ta vie. Enfin, moi, je sais que j'ai eu 3 guitares dans ma vie. J'ai commencé avec une LTD, après j'ai eu une Jackson et j'ai une Epiphone Les Paul maintenant. J'utilise toujours les LTD. Voilà, enfin, et non, à chaque fois, c'est le moment de ma vie. C'est hyper important de mettre de vraiment avoir le produit en main. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. 30 ou 50 euros plus cher parce que tu l'as acheté en magasin. Je connais pas la législation au niveau des prix. Est-ce qu'il y a un prix référence dans les guitares ou pas? Est-ce que le magasin va se faire un peu plus de marge parce que forcément il emploie des gens alors que le site internet tu fais juste clic et clic. Je sais pas s'il y a vraiment une réelle différence entre acheter sur internet ou dans le magasin. Mais même s'il y a 50 balles de plus dans le magasin, parfois, ça vaut beaucoup plus le coup. En fait, on n'a pas de législation en Europe sur le prix. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle un MAP. Le MAP, c'est le prix magasin qui est conseillé. C'est-à-dire que tu as un prix catalogue et le MAP, c'est le prix magasin affiché. C'est-à-dire que des fois, tu vas avoir des différences de 20% entre un prix catalogue et un prix magasin. Parce qu'ils te font croire que tu as une remise quand tu es en magasin. Mais non, en fait, c'est un prix qui est unilatéral, en fait, qui est géré dans tous les États-Unis. En fait, en Europe, on n'a pas ça, parce qu'en Europe, c'est interdit de faire ça. C'est-à-dire que c'est la loi du marché. C'est-à-dire que tu peux vendre, tant que tu ne vends pas à perte, en Europe, tu peux vendre. Voilà. Donc, c'est la loi du marché. Il faut qu'au plus bas, tu vendes au prix auquel tu achètes. En gros, il y a un gros acteur allemand que tout le monde connaît, qui est apparu au début des années 2000 et qui s'est fait un nom par rapport à ça et qui maintenant est énorme et qui voilà son but c'était de vendre à des prix qui défiaient toute concurrence quoi. Et parce que lui n'avait pas de locaux, était uniquement de la vente en ligne
et ne permettait pas de pouvoir toucher les produits ou quoi que ce soit. Ouais. Et au final, ils brassent tellement qu'ils peuvent se permettre quelque part d'essayer d'étouffer la concurrence avec des prix qui sont pas du tout rivalisables, quoi. Bah, en fait, on va dire que ce site-là fait 15 à 20% de son chiffre d'affaires en France. Ce qui est un manque à gagner qui est énorme pour nos magasins qui sont au coin de la rue, qui sont à côté de chez nous, qui essaient de se battre et qui se font piquer des ventes par ce géant allemand. Par ce géant qui est à 40% moins cher. C'est ça. Et effectivement, des fois, tu essaies de faire comprendre, les magasins essaient de faire comprendre que oui, il y a une différence de prix de 30, 40 ou 50 balles sur une guitare. Mais c'est normal parce que tu as un service après-vente, ta guitare, elle est mise, on te la met à disposition, on te la fait tester, on te l'accorde, il y a quelqu'un qui est là pour toi, montrer comment elle fonctionne, les différentes options qu'il y a dessus, et que tu as une garantie derrière aussi. Et que tu peux revenir voir cette personne-là pour un accordage, pour un réglage, et chose que tu n'auras pas forcément avec un truc qui est en ligne. Que tu n'auras pas par Internet. Et par exemple, pour parler d'une personne que tu connais, qui est Gaël Liger, qui travaillait à je sais plus c'est quoi le nom du magasin de guitare chez Woodbrass. Non, à Pigalle. Metal Guitar, non? Metal Guitar. Metal Gaël était chez Metal, oui. Il a fait Woodbrass, après il a été chez Metal Guitar, je crois. Oui. Pigalle, ça. Et Gaël, par exemple, justement parlait c'est sur la chaîne Le Son, c'est dans les doigts. À un moment, il parlait justement de quand il bossait à Pigalle et il disait que c'était très bien les mecs qui voulaient acheter sur Thomann. Ah, il l'a dit. Oui, bah après moi je ne suis pas Guillaume Martin. Mais qui achetait sur la grande firme allemande. Moi, je peux pas le dire parce qu'à chaque fois, je déglutis en fait, je vomis quand je dis ce nom-là, donc je peux pas le dire. Non, mais je te comprends. Sinon, après, il y a des sur l'œil de ta mère qui vont prendre 4 secondes et qui vont faire un montage sur YouTube. Sinon, on est là pour parler de SP. Après, voilà. Mais Gaël disait que lui, quand il vendait une guitare à Metal Guitar sur Pigalle, il la vendait réglée comme le client le voulait. Ouais. Et c'était pas plus cher que le prix qui était affiché. Non, parce que tu peux te permettre de faire les prix maintenant, en fait. Au début des années 2000, il y avait une vraie différence, effectivement, avec Thomann, chose qui n'existe plus actuellement. Parce que il y a d'autres acteurs en Europe qui ont émergé, en fait, notamment au Benelux, en Angleterre, un peu partout, en fait. Donc, au final, tout le monde a dû se mettre un peu au diapason de tout ça. Donc, tout le monde suit tout le monde maintenant au niveau des prix. Tout le monde regarde un peu ce que fait la concurrence et forcément maintenant, à Pigalle, tu as une personne sur deux qui arrive dans les magasins avec la photo du produit qu'il y a sur ce site allemand et qui dit moi je veux ça et je le veux à ce prix-là. Voilà. Donc maintenant, c'est la réalité, maintenant c'est ça. C'est-à-dire que les magasins sont obligés un peu de se conformer à tout ça. Il y en a qui arrivent à faire comprendre que oui, effectivement, le prix est comme ça sur un site internet, mais que ça n'empêche pas de payer 30 ou 40 euros pour qu'elle soit mise en plus à la disposition du client, réglée. Moi, je vais dans une brasserie. C'est comme si moi, je suis dans une brasserie parisienne, que je ramène un Big Mac, que je monte ça au mec et que je fais. Alors les gars, votre burger maison là que vous faites, par contre, je voudrais au même prix qu'au Big Mac, que mon Big Mac, mais c'est pas possible en fait au final, puisque c'est pas exactement. Enfin, la finalité peut-être la même. Enfin, visuellement, j'entends, et encore même pas. Mais c'est pas possible, on peut pas faire, c'est juste impossible dans le sens où tu prends une équipe d'un magasin ou d'une énorme firme, ça peut pas être au même prix. Et c'est là où tu me disais aussi en off que justement, avec Algam, ce qui est cool, c'est que vous avez quand même une charte avec vos magasins distributeurs, que ce soit en France ou en Europe, d'après ce que j'ai compris. Nous, on bosse que avec la France, tu sais, avec nos magasins. Mais tu m'avais dit, je crois que vous aviez une charte avec les magasins pour justement il y a un vrai accompagnement qui existe entre ce que vous faites et les magasins distributeurs, avec les magasins référents, etc. Ouais, parce que nous, depuis le début, en fait, avec Algam, qui existe depuis les années 70, en fait, on a toujours été distributeur. Donc, c'est-à-dire qu'on était importateur exclusif sur les marques de guitare et de toute la musique confondue.
Et on vend exclusivement ce qu'on appelle en B2B, donc business to business. Et c'était donc de nous au magasin de musique uniquement. On n'a jamais fonctionné avec les consommateurs finaux. C'est en gros ce qu'on pourrait appeler un portateur de base. C'est ça, exactement. Ouais. Et depuis le 21 juin 2019, si je ne me trompe pas, 2018 ou 2019 2018. On a lancé le 21 juin 2018, le jour de la fête de la musique, et on était au Hellfest d'ailleurs. On a lancé ce qu'on appelle le Algam Web Store. Et en gros, le Algam Web Store, c'est notre site de vente qui nous met en relation avec le consommateur final. Et par exemple, si vous les gars, demain, vous allez sur le site et vous voulez acheter une guitare LTD, par exemple, vous cliquez sur le lien, vous achetez la guitare, et au moment où vous allez acheter votre guitare, on va vous demander un magasin référent. Et par exemple, si vous êtes à Nantes et que vous voulez vous faire livrer sur Nantes ou alors dans un magasin, vous allez sélectionner le magasin Michno, par exemple, un magasin un peu historique à Nantes. Et en fait, soit vous allez vous faire livrer chez vous, soit vous allez vous faire livrer ce qu'on appelle en click and collect, un peu comme chez Darty. En gros, ça sera mis à disposition quelques heures après. Et donc nous, on est en fait un intermédiaire et on permettra à Michno d'avoir une commission sur la vente qui va être réalisée. Ouais, en fait, ça c'est cool. En fait, tu fais une mise en relation. Ouais. En fait, on fait profiter de notre stock à des magasins qui n'ont pas forcément la capacité d'avoir ce stock-là. Les moyens d'avoir un certain stock. Ça reste éthique, quoi. Ça reste, voilà, on n'est pas juste un magasin, on n'est pas juste un site web. Voilà. Oui, voilà, contrairement à... Le click and collect, tu le fais vraiment dans toute la France? Pardon? Le click and collect, tu le fais vraiment dans toute la France? J'habite à Lille, à Marseille. Dans tous les magasins qui proposent le click and collect. Oui, qui peuvent ouvrir. Par exemple, je prends un exemple d'un magasin de Toulouse qui s'appelle Midi Musique. Midi Musique. Avec qui on bosse très bien, qui pendant le confinement ouvrait uniquement à certaines heures parce que nous, on n'a jamais fermé en fait avec Algam, on n'a jamais fermé nos locaux pendant le confinement. Donc on faisait toujours des livraisons à ceux qui étaient ouverts. Et par exemple, quand il y avait du click and collect, on livrait le produit chez Midi Musique. Et Midi Musique appelait le client final en disant voilà, votre colis est à disposition. Et ils prenaient rendez-vous tous les deux, donc le magasin et le client final. Et voilà, ça permettait en fait d'avoir une connexion entre ces gens-là, et ça permettait quand même de faire marcher un peu le business en France, parce que mine de rien, ça a été un business qui a été vachement impacté. Et certains magasins qui, au début du lancement du site, étaient un peu réfractaires un petit peu, parce qu'ils se disaient qu'on allait piquer leurs clients, se sont rendus compte des bienfaits de la chose pendant le confinement, parce que c'est même ces magasins-là qui, sur leur site, disaient allez sur le web store et mettez-nous en magasin référent. Comme ça, on aura une commission et vous venez chercher le produit chez nous. Comme ça, il y avait quand même un lien social qui restait quand même fort, et ils arrivaient quand même à gagner quelque chose dessus, quoi. Du coup, en gros, quand on achète par le Algam Web Store, on a un magasin référent. Et ce magasin référent peut justement, comme je disais tout à l'heure, nous faire les réglages sur la guitare qu'on veut. Bien sûr, parce que si tu es allé chercher ta guitare chez Midi Music ou chez Michno en click and collect, eux, ça reste dans leur logiciel. Donc, c'est ça reste dans leur vente à eux. Et du coup, tu as le service comme si tu avais acheté chez eux, alors qu'au final, tu es passé par le problème. Voilà, c'est ça. Tu sais où aller si jamais tu as le moindre problème avec. Exactement. C'est ça. Et en fait, c'est plus une plateforme de mise en relation entre le client et un magasin qui est plus proche de chez lui. C'est ça. Et on fait profiter de notre stock, ce qui n'est pas forcément le cas sur, tu vois, par exemple, un magasin qui a son site en ligne, qui a peut-être 300, 400 ou 500 références sur son magasin en ligne. Là, pour le coup, va profiter de plus de 100 000 de nos références, tu vois. Comment se passe cet accord interne, en fait, au final? C'est-à-dire que, certes, avec Algam, vous faites profiter de votre stock qui est super étendu au final, avec 170 marques. Ouais. Au final, comment vous faites profiter? Enfin, quel est votre intérêt avec Algam? Vous prenez une commission aussi quelque part, en fait. C'est un business qui se ficelle un peu main dans la main entre les magasins de musique et les acteurs locaux dans chaque département des magasins de musique et vous. Au final. Bien sûr, nous on fait profiter de notre stock, donc forcément il faut que ce soit du gagnant-gagnant. On en fait profiter les magasins.
nous, on en fait, voilà, on tire notre épingle du jeu aussi. Enfin, on a quelque chose à gagner, tu vois. On a notre stock à écouler aussi. Donc, au final, oui, il y a forcément, c'est du gagnant-gagnant dans tous les côtés. On peut pas faire ça, on peut pas faire ça gratuitement. C'est pas. Ah ouais, non, mais je m'en doute bien, mais c'était pour éclaircir un petit peu, parce que justement, c'est logique. Une entreprise peut pas vendre à perte ou vendre gratos pour vivre. Non, Donc, c'était pour justement. Enfin, je vois pas. Il y a différentes commissions qui sont mises, qui sont mises à plat dès le départ. Comme quand tu vas acheter ton pain à Super U. C'est ça. Bon, sinon, on va enchaîner. Sinon, c'est con. Bon, on te connaît personnellement, c'est un peu différent, mais c'est quoi ton design préféré chez nous? Le quoi, pardon? Ton design préféré? Bah, le corbeau. Le corbeau d'honneur. Okay. Parce qu'en fait, la petite histoire, c'est que j'ai mes meilleurs potes du nord de la France qui s'appellent Nothing for Free. C'est un groupe de punk rock. Et ils ont, voilà, leur design, leur animal totem, c'est le corbeau. Donc tu leur fais de la pub indirectement. Ah, exactement. C'est des corbeaux avec des croix et puis des sarcophages et tout ça. Enfin, c'est plutôt, voilà, c'est cool. C'est du punk rock mélo de Maubeuge dans le 59 et c'est des bons copains. Ah oui, bah on a vu 2-3 vidéos de répète. Le visio qu'on a fait l'autre jour, déjà, où tu étais chez eux. Mais c'était un visio. Exact. Après, on était en off. C'est vrai. Il se passe beaucoup de choses en off. Hein. Oh oui. Ouais, surtout avec ta mère. Sinon, petite question, c'est quoi ton meilleur jeu de mots avec ta mère? On parlait de Gaël Ligier tout à l'heure. Et il y en a un qui m'est resté, en fait. C'est Gaël et Romain qui ont leur channel YouTube qui s'appelle Le Son dans les doigts. Et d'ailleurs, on en avait parlé une fois. Il faudra absolument que tu fasses le t-shirt pour Gaël parce qu'il avait sorti ce truc-là et ça nous est resté. C'est que le son, c'est dans les doigts et les doigts, c'est dans ta mère. Ah, et ça nous avait tué. Celui-là, il est fantastique. Bisous à Gaël, s'il regarde, et puis à Romain aussi. Je suis pas sûr qu'il regarde, mais. Je pense pas qu'il regarde, mais s'il regarde la rediff, on sait jamais. J'espère qu'ils verront les rediffs. Mais ouais. C'est des bons gars, on bosse bien avec eux, on bosse très très bien avec ces mecs-là, et on est très content du boulot qu'ils font, notamment avec Reda aussi, qui fait un énorme travail. Voilà, avec eux. Ils font des vidéos très qualitatives, qui sont très. Reda, c'est vachement dans le tutoriel en fait, et c'est ça qui est cool, c'est que il va aller désosser des guitares, il va aller expliquer comment ça fonctionne, et c'est hyper intéressant. Il a un très bon niveau de guitare parce qu'il est prof aussi. Et il fait un peu plus dans le newbie, surtout quand ils font des vidéos entre Le Son dans les doigts et Reda. Reda, c'est un petit peu l'élève. Et puis, tu as Romain et Gaël qui sont un peu les profs derrière et qui apprennent comment démonter une guitare, les différents aspects et tout ça. Et c'est hyper intéressant, je trouve, pour les gens qui commencent. En même temps, Gaël étant un putain de guitare tech. Bien sûr, mais carrément. Les deux sont des super techos et ils bossent hyper bien. Ben, Romain, franchement, bon, on n'a pas eu de contact encore avec lui, mais moi j'aimerais bien. Mais Romain a sorti un bouquin qui s'appelle le Guitar Cookbook, qui est un putain de truc pour apprendre la musique technique, en simplifiant en fait tout ce qui est gamme et tout le bordel. Ok. Franchement, non, Romain a fait un truc super bien là-dessus. Bon, Gaël, moi, ce que je kiffe, c'est qu'il a un humour ultra tranchant. Ouais, c'est vrai. Et puis, j'aime bien sa barbe. Non, ils sont cool, c'est des bons vivants, là. Ils ont fait une vidéo. Entre barbus. Non, mais les barbus, on s'aime bien entre nous. Par contre, non, rien. Non. Regarde, chez Crawford, il y avait une très belle barbe. Non, on a de la chance, on a des très bons youtubeurs qui font des vidéos très qualitatives et qui passent un temps de malade en fait à faire tout ça. Il faut leur rendre tout ça parce que c'est énormément de travail de faire de la captation, de bosser sur toutes ces vidéos là, et de les mettre en ligne très rapidement. Donc c'est un super boulot et on bosse très bien aussi avec Tone Factory qui nous fait des trucs de malade. On a la chance, d'avoir des très très bons gars qui sont, c'est des
c'est des passionnés en fait. Et ça se sent en fait. Toutes les vidéos, tu sens que les mecs sont passionnés. Et c'est hyper important d'avoir des mecs comme ça avec nous et on est très content de les avoir.